Et on pourrait considérer qu'un des enjeux de l'économie, ce n'est pas simplement l'objet qu'on échange, c'est la réelle relation humaine qui se noue dans cette transaction-là, et qui est tout aussi importante que la nature de l'objet échangé. L'homo economicus, l'humain, sera animé en économie que par des logiques d'intérêt, de calcul, et que forcément on serait dans une logique où si moi je gagne, toi tu perds. Eh bien, il peut y avoir l'idée, c'est peut-être pour ça que les gens ont du mal à saisir l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est tellement habitué que l'économie, c'est forcément, je serais tenté de dire, un jeu à somme nulle. Il y aurait des gagnants, et pour qu'il y ait des gagnants, il y aurait des perdants. C'est oublier que l'économie, ça repose sur une caractéristique de l'humain, c'est de créer de la valeur. Et que si on crée de la valeur, on peut en créer aussi pour tous. Et le partage de cette valeur ne nous condamne pas à ce que certains gagnent et d'autres perdent. Donc l'importance aussi que la relation soit dans un registre gagnant-gagnant. Et ça, il me semble que cette dimension d'une économie plus humaine était posée. Et vous disiez, par exemple, bah oui, il y a des activités qui peuvent être plus déficitaires parce que justement, on souhaite qu'elles soient accessibles, mais globalement, on peut les rendre possibles parce que d'autres vont permettre de gagner davantage. Et cet équilibre-là, il est au bénéfice finalement du collectif. Donc ça, c'était voilà, la dimension des liens et de lieux. À travers Bioluse, ce que ça vous avez illustré, madame, c'est que finalement, quelquefois, on a tendance à vouloir marginaliser l'ESS. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ce serait pour les activités en marge ou quand on veut faire du social, ou ce ne serait pas très économique. Bon, ben, quand on est dans le champ de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, on produit pour des marchés mondiaux. Vous êtes soumis aux mêmes contraintes que les autres, avec des normes très importantes dans ce secteur d'activité. Et en même temps, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce mode de fonctionnement générait de l'intelligence collective. Vous avez dit à un moment donné, ce mode de fonctionnement, ça peut éviter des boulettes qui ont pu être faites à d'autres moments. Et je crois qu'il y a... au niveau des investissements, parce que c'est quand même l'idée qu'on est plus intelligent à plusieurs et que ce n'est pas parce qu'on concentre les moyens financiers et le capital qu'on est forcément le plus intelligent. Donc il y a aussi cette dimension d'intelligence collective d'une économie qui soit produite, je dirais, par l'ensemble des intelligences humaines et puis qui puisse aussi s'inscrire dans le marché ou pas seulement, et ce qui illustre là le caractère pluriel. On peut être dans le champ de l'économie de la redistribution, plutôt publique, d'une économie du don et du contre-don. Alors, au-delà de la relation humaine que vous évoquiez, il y a maintenant des activités qui sont dans le champ d'une totale gratuité, des boutiques sans étiquette, comme on les appelle. Il en existe un certain nombre en Nouvelle-Aquitaine, et on en voit un peu partout. Et ça, je trouvais que c'était une dimension aussi complémentaire à la première. L'autre aspect, sur cette dimension que je disais horizontale des enjeux et de transversalité, il était manifeste à travers Goeiner, puisque vous évoquiez à la fois des enjeux économiques, mais de développement aussi local, d'éviter qu'en achetant de l'énergie à l'extérieur, eh bien, on ait des flux de valeur qui partent en dehors du territoire et qui ne servent pas non plus à son développement. Des enjeux aussi environnementaux, puisque la dépendance aux énergies fossiles met en péril aussi la santé et la durabilité de notre développement. Et puis des réflexions aussi sur le sens des formes d'organisation des acteurs de l'énergie, les multinationales et autres. Je serais tenté de dire, plus que multinationales, des sociétés transnationales dont d'ailleurs on a du mal à situer leur ancrage d'une économie qui apparaît, c'est peut-être un des effets de la verticalité, mais l'économie qui apparaît hors sol. Or, alors là, ça a été manifeste à travers les 2 derniers témoignages, c'est que l'histoire du PTCE, c'est pas simplement d'inventer des structures de l'ESS pour répondre à des besoins ou économiques ou sociaux et dans des logiques de politique qui seraient sectorielles. C'est vraiment de contribuer à donner vie au territoire dans sa globalité, de pouvoir penser le développement du territoire sur d'autres bases. Et ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais je vais lancer un scoop, c'est que l'expérience du PTCE a fait l'objet non seulement d'une étude de Chabier Itzaina et Daniel Desmoustiers, mais cette étude, elle va être accessible dans son contenu à travers la publication d'un ouvrage soutenu par la chaire Chrysalide, avec un éditeur, pour montrer d'ailleurs qu'il n'y a pas que dans les grandes villes qu'il y a des éditeurs, un éditeur du Gers à Saran, dans un village de 500, même pas 500 habitants,
les éditions La Librairie des Territoires. Et dans cet ouvrage sur l'histoire du PTCE, il y a un propos de Stéphane qui dit « Nous étions en train d'inventer une nouvelle forme d'économie sociale ». Je ne sais pas s'il se souvient avoir dit ça lors de ses entretiens avec Daniel Desmoustiers. Nous étions en train d'inventer une nouvelle forme d'économie sociale, non pas sur le plan juridique, mais sur le plan de la contribution sociétale. Je pense que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas réductible à des statuts, ce n'est pas réductible non plus à une autre manière d'entreprendre, c'est bien plus que ça. C'est l'idée de penser ensemble l'économique, le social, mais si on veut vraiment être dans une perspective solidaire, ça veut dire qu'il faut rendre solidaires les questions économiques, sociales et environnementales et culturelles et sanitaires. Et qu'est-ce qui permet de tenir ensemble tous ces bouts ? Eh bien, c'est la dimension politique, de la délibération, du débat, de la démocratie. Et je crois que c'est Marcel Gauchet qui dit ça. Le politique, c'est ce qui fait tenir ensemble tous les bouts de la société. Et donc, l'économie sociale et solidaire, je la situe comme l'ambition de réconcilier des dimensions qu'on a tendance à opposer. Et je pense que le grand mérite de l'initiative que vous avez réalisée et de la démarche de l'école territoriale, c'est de montrer que ces choses-là fonctionnent et sont possibles, et qu'il y a aussi l'enjeu de les mettre en réseau pour faire en sorte qu'elles se consolident. La semaine dernière, Jean y était, dans ces rencontres interuniversitaires autour de l'ESS, il y avait là des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils sont assez nombreux dans la grande région Nouvelle-Aquitaine, mais il y avait aussi des chercheurs, et on voit bien qu'il y a l'idée, à travers cette mise en réseau de ces acteurs-là, aussi d'ouvrir des perspectives. Pourquoi c'est nécessaire particulièrement aujourd'hui ? Parce que les modèles de développement et les modèles de fonctionnement classiques de notre société sont en crise. C'est la 10e année de la crise de 2008 des subprimes. Est-ce que pour autant, on en a tiré toutes les leçons ? Est-ce qu'on a un modèle de développement qui est aujourd'hui, qui nous garantit de ne pas vivre à nouveau une crise de cette même nature ? Bien évidemment non. Vous avez entendu et constaté comme moi les réactions aux derniers soubresauts des bourses, notamment de la bourse américaine. Alors tout de suite on dit non, mais c'est un phénomène qui est positif, vous inquiétez pas, c'est nécessaire, etc. Mais enfin, on sait tous que la dimension spéculative et le risque de crash de cette économie demeurent. Et donc on voit aussi que du point de vue de la soutenabilité de cette forme d'économie, du fait de ses effets au plan environnemental, au plan sanitaire, au plan social, d'écarts considérables entre les richesses et puis la situation mondiale de la population, on voit bien qu'il y a une impasse, et c'est dans ce moment-là qu'il y a une recherche assez forte d'alternatives. Et ce qui est intéressant, et là je renvoie aussi à un travail qui peut-être un jour, je l'espère, sera publié, d'un jeune doctorant de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, mais qui travaille sur le Pays Basque, qui est Txomin Poveda, qui d'ailleurs a fait un travail aussi auparavant intéressant sur les monnaies locales, et notamment les Ushko. Et Txomin, à travers une recherche qui s'appelle Altertsen, s'intéresse justement à ces mouvements alternatifs dont la caractéristique, à la différence peut-être de ce qui se passait à une époque, le politique était un peu déconnecté de l'expérimentation de pratiques alternatives. On était beaucoup dans des discours, il y avait beaucoup de représentations sur comment la société pouvait changer, ce qui est à travers des modèles souvent qui attendaient des grandes transformations d'ensemble. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la question d'une alternative à une économie qui ne paraît pas compatible avec les enjeux de développement durable, des alternatives au sentiment que les grands modèles, les grands récits politiques n'apportent pas de solution, cette alternative passe par l'expérimentation de démarches qui sont à la fois critiques, mais en même temps qui sont opérationnelles, qui passent par d'autres façons de produire, de consommer. D'ailleurs, tout à l'heure, ce que j'entendais sur le propos du représentant de Goïner, quand il s'agissait d'expliquer pourquoi la marge fait que le prix est peut-être plus important, c'est qu'il y a aussi une dimension qui peut être un peu militante dans l'acte d'achat. À une époque, on distinguait le moment de la consommation du moment politique. Alain Touraine avait déjà parlé des nouveaux mouvements sociaux, mais aujourd'hui, les mouvements
politique, ça peut être aussi dans la consommation. Quand on parle de consommation équitable, de commerce éthique, quand du côté des supermarchés, je regarde Franck Laral sur Otchocop, il y a une réflexion sur l'origine de ce qu'on achète, la répartition de la valeur, etc. Eh bien, on voit bien que consommer, ça peut être aussi un moment de vie politique. Et toutes ces questions-là, il est important que nous les regardions ensemble, les acteurs de terrain qui sont engagés, et puis les chercheurs aussi, dont on peut penser que la vocation des sciences humaines et sociales, c'est d'éclairer les différentes dimensions, les enjeux économiques, les enjeux de sciences politiques en termes de gouvernance, les enjeux géographiques, comment les groupes sociaux occupent l'espace, comment les territoires s'organisent, pas parce que la réponse viendra de leur expertise. Si ces questions-là, comme je l'ai dit, sont des questions politiques, c'est parce qu'il n'y a aucun savoir qui sera suffisamment pertinent pour trancher de façon assurée, pour trouver la bonne solution. Il y a une dimension de pari collectif, de délibération, c'est l'enjeu de la démocratie. C'est aussi pour ça qu'il faut que, du coup, des espaces de recherche, d'enseignement, soient dans des relations, je dirais, d'égal à égal avec les acteurs, parce que les acteurs aussi, de terrain, ce sont eux qui innovent et qui, le plus souvent, sont à l'initiative de pratiques différentes et qui réinventent la consommation, le logement, l'accès à la culture, etc. L'intérêt de travailler avec des chercheurs, c'est que les outils de la recherche permettent de prendre une distance critique, ça peut aider à formaliser. Je sais que dans les échanges riches que vous avez eus avec Daniel et Chabière sur le PTCE, ça vous a aidé à mettre en forme quelque chose que vous aviez vécu de l'intérieur. Je pense que c'est très important parce que ça peut aider aussi à transmettre cette expérience-là, parce qu'un des enjeux qui est posé aussi, c'est de renouveler les militants, les bénévoles, les associés qui souhaitent s'investir dans ces formes d'économie-là. Et donc, c'est un enjeu de recherche et un enjeu de formation. Et je crois aussi que face à une économie mondialisée qui semble en difficulté pour réinventer notre monde, on a aussi besoin que cette mise en réseau dépasse les frontières. D'une certaine manière, c'est ce que vous faites dans ce partenariat-là, mais ça a été rappelé par Pascal Duforestel, le Global Social Economy Forum des 1er, 2 et 3 octobre à Bilbao, illustre bien qu'il y a aussi l'envie entre les Sud-Coréens, les Québécois, les Basques et puis les Français et bien d'autres, ces mouvements-là sont aussi très présents en Amérique du Sud, de pouvoir créer un réseau mondial qui va permettre de faire entendre cette économie-là et peut-être de montrer qu'il est possible de réconcilier des logiques économiques et sociales dans une perspective de développement humain et durable. Je pense que ce soir, vous en avez donné des belles illustrations. Et comme il est tard, j'ai envie de m'arrêter là.